Je fais cette vidéo pour prévenir ceux qui appuient le phénomène gilet jaune d'une manipulation faite à leur insu. Pourquoi je fais cette vidéo? Dans une vidéo antérieure, j'expliquais la vraie origine de Noël, qui n'est pas celle que l'on croit, et je démontrais, en deuxième partie, que le Père Noël est une fabrication franc-maçonne, et je suis tombé par hasard, dans mes recherches, sur trop de similitudes entre les gilets jaunes et les indépendantistes catalans qui utilisent la même couleur jaune. Auparavant, je ne savais pas que cette couleur était sataniste, car c'est le symbole de l'or et de l'argent en ésotérisme pour faire des rituels pour attirer l'argent. En regardant cette vidéo, vous allez voir bloc par bloc comment se forme le pulse de l'arnaque, mais il faut revenir en arrière dans l'histoire que j'ai découvert trop de similitudes avec la Révolution russe et la Révolution française. Et vous allez voir comment on retombe sur ses pattes avec les gilets jaunes et les indépendantistes catalans qui utilisent aussi le jaune. Grâce aux recherches de l'historienne Marion Sigaud sur les dessous de la Révolution française orchestrée par les intellectuels francs-maçons qui exploitaient le mal-être du peuple avec le manque de blé et la faim. On apprend que c'est un groupe de minoritaires agitateurs qui mettent en place un reversement de la monarchie que l'on peut qualifier de coup d'État. Tout comme la Révolution russe de 1917, je me rends compte que ce sont aussi des intellectuels francs-maçons qui réexploitent le mal-être du peuple en utilisant un groupe minoritaire agitateurs, les bolcheviks, pour mettre en place un coup d'État. Dans ces deux cas de figure, on utilise des imbéciles utiles, à leur insu, qui est le peuple manipulé. Donc je vais vous montrer comment le fait de changer les hommes dans un système ne sert à rien. C'est le système qui est mal fait, volontairement pour provoquer à cette époque la troisième révolution. Il faut toujours se méfier de l'État franc-maçon dans l'État. Je vous rappelle que mai 68, c'était la deuxième révolution en France qui fut menée par un agitateur élu par le système sioniste français Danny le Rouge en mai 68. Et l'objectif est de monter tout ce mal-être, créé artificiellement, puis le monter en puissance petit à petit en 2019 pour les 230 ans de la Révolution française. La France est à la merci des États-Unis et d'Israël, car ces politiques français vendus et corrompus ont vendu les fleurons de la nation, aggravant le chômage, tout comme les traîtres dirigeants que vous trouvez en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, qui sont également francs-maçons. L'objectif a été de faire un démantèlement des bijoux de l'industrie française pour créer plus de chômage, afin que le chaos bien organisé se fasse pour démanteler la nation et la transformer en euro-région. Comme vous allez voir, les explications en milieu de cette vidéo avec un extrait d'une vidéo passionnante de Pierre Hélard, le docteur en sciences politiques, qui explique comment une minorité juive et sioniste s'est chargée de génération en génération de mettre en place le piège qui est en place actuellement. Vous connaissez la devise « diviser pour mieux régner ». Donc la France est un mélange de théâtre de Molière et de vaudeville, tout comme les personnages qui tirent les ficelles pour une cause commune. Ensuite, vous allez mieux comprendre lorsque vous allez voir les images censurées en France, avec le fameux référendum du 1er octobre de 2017 en Catalogne qui imitait les pays africains. Maintenant, on comprend que les gilets jaunes est une mascarade du système pour dévier l'attention de l'opinion publique sur des choses qui sont en train de se tramer derrière notre dos. Dans cette vidéo, je vais vous donner une autre perspective de cette machination en prenant un peu de hauteur, en sortant des frontières de France, mais aussi avec le viseur sur la France. Et vous allez voir comment le système européen est bien quadrillé pour qu'on le vive comme des rats, avec trop de similitudes avec le livre des protocoles des sages de Sion. Vous allez voir comment les sionistes, qui fonctionnent un peu comme une agence de travail temporaire internationale, va appeler ses agents dormants pour les réactiver. Dans quelques instants, vous allez voir comment un soi-disant ancien franc-maçon continue à utiliser les codes francs-maçons en jouant au sauveur gentil sur le cas de la Catalogne. Je parle d'Emmanuel Valls, en pleine reconversion, envoyé par ses chefs sionistes en Catalogne pour fuir la justice française et pour mettre une brique au mur de l'arnaque européenne pour devenir un peu comme un antéchrist des Catalans, grand apporteur de solutions malfaisantes pour la démocratie. Aquesta Catalunya oberta, aquesta Catalunya sigla d'estació de França, aquesta Catalunya que amb Cristóbal Colón mira el món, aquesta Catalunya del Mediterrani que canta també Joan Manuel Serrat en català o en castellà. És això Catalunya. I què és Catalunya?
què és Catalunya? Catalunya és una identitat. Aquestes identitats tan fortes que existeixen a Espanya. És això, la possibilitat de creure en la democràcia. A París, a Bruxelles, a Waterloo, a Berlín, volem una Espanya unida, amb una Catalunya orgullosa de ser catalana, espanyola i europea. Jo em van caure les llàgrimes quan al mes d'agost, després d'aquest atemptat terrible aquí a Barcelona i a Cambrils, parlant amb el cor del que era primer ministre, quan hi van haver els atemptats a París, quan hi va haver aquella manifestació increïble a París després de Charlie Hebdo i dels atemptats a París, quan tots els caps de govern, presidents, les forces polítiques i els espanyols i els catalans hi eren. J'hallucine. Emmanuel Valls fuit la justice française pour se réfugier dans une région qui a fait banqueroute à cause de ses politiques corrompues. La seule échappatoire pour ces politiques corrompues, c'est de créer une zone neutre, comme la Suisse, afin que la justice française ou espagnole ne puisse pas les condamner. Si la presse européenne financée par les sionistes mentionne que l'Espagne a des prisonniers politiques, c'est qu'en France, il y a aussi des prisonniers politiques. Je vous rappelle les cas judiciaires de détournement d'argent. Donc si vous regardez sur le site topito.com, vous verrez la liste des politiques français qui ont été condamnés pour de la prison ferme. Donc vous avez Jacques Médecin, condamné à 8 ans cumulés. Vous avez Alain Carignon, condamné à 4 ans de prison ferme. Jérôme Cahuzac, condamné à 3 ans ferme. Sylvie Andrieux, condamné pour 1 an de prison. Donc vous avez également l'ancien député des Pyrénées-Atlantiques, Jean-Pierre Destrade, Bernard Tapie, et vous avez Didier Schuller. Mais si vous regardez également dans le site de nordpresse.be, donc sur ce site qui semble être belge, vous avez la liste de plus d'une centaine de politiques qui ont été condamnés par la justice et dont beaucoup continuent à être politiques. Donc là, vous pouvez voir, vous avez Anne Hidalgo, infraction à la législation sur la durée du travail, Bertrand Delanoë, condamné pour atteinte au droit du travail, Catherine Trottmann, condamnée pour diffamation, Christine Bourquin, délit de favoritisme, Claude Prady, condamné pour corruption, Strauss-Kahn, proxénétisme aggravé en bande organisée, accusation d'agression sexuelle, tentative de viol et de séquestration. Bon, et j'en passe parce que c'est vrai que c'est vraiment pitoyable. Et je ne comprends pas pourquoi les Français qui sont souverains ne se réunissent pas tous à l'Assemblée nationale et de jeter des caillasses à toutes ces crapules de politiques qui sont en train de mettre en place une dictature. Mais malheureusement, le problème, c'est qu'il y a le phénomène gilet jaune qui fait diversion pour pas qu'on puisse montrer du doigt que ce sont les politiques, que ce soit de l'Assemblée nationale, les hauts fonctionnaires, que ce soit des préfets, des commissaires francs-maçons, des magistrats francs-maçons, tout le monde se tient par la barbichette. J'attire également votre attention. Marteau, le chef de l'État, est venu notamment soutenir les soldats français de l'opération Barkhane qui luttent contre les djihadistes dans cette région du Sahel. Et il a rappelé combien le terrorisme, vous êtes sur place, il a rappelé combien le terrorisme représentait encore une menace pour la France. Oui Stéphane, ainsi l'objectif numéro 1 de ce déplacement, c'était de rassurer les militaires. On peut dire que c'est une mission réussie. Bon, d'abord symboliquement, Emmanuel Macron, il a redit qu'il serait présent chaque année les 22 et 23 décembre aux côtés des soldats français stationnés en opération extérieure. Mais c'est surtout financièrement qu'il les a rassurés. Lors de sa conférence de presse cet après-midi, le président de la République a redit que l'armée, sa présence était maintenue au Sahel sur une période assez longue, puisque certes, cette opération Barkhane, elle a coûté déjà très cher, 2,5 milliards depuis son lancement
l'établissement il y a 4 ans. Mais eh bien, malgré ce contexte budgétaire serré, malgré les promesses faites aux Gilets jaunes ces dernières semaines, il n'y aura pas 1 euro d'économie fait sur la défense, dit-il. La menace terroriste est bien trop importante. Emmanuel Macron qui a d'ailleurs fortement critiqué la décision de Donald Trump de retirer les Américains de Syrie. Mais ce retrait n'aura aucune conséquence sur la présence française au Sahel comme ailleurs, a conclu le président français avant de regagner Paris dans la soirée. Merci Jean-Baptiste Marteau en direct de l'analyse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie pour vos likes. Et si vous n'êtes pas encore souscrit à ma chaîne, cliquez en dessous, sans attendre, au bouton ci-dessous, afin de voir mes prochaines vidéos et ainsi apprendre de nouvelles choses. Donc là, je vous présente d'autres vidéos. C'est une façon insupportable de se moquer de la démocratie et de se moquer du peuple français. Parce que M. Macron sait bien qu'il est protégé par la Constitution française, notamment l'article 67, qui précise que le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53 alinéa 2 et 68, sur lesquels je vais revenir dans un instant. Cet article 67 poursuit en disant que le président de la République ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner, non plus que de faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que M. Macron pense qu'il est, dans un climat d'impunité totale, qu'il peut faire absolument ce qu'il veut et que l'article 67 le protège définitivement. Seulement voilà, M. Macron n'a pas bien lu l'article 67 puisque, je le disais à l'instant, il est question d'article 53 alinéa 2 qui prévoit que le président de la République peut être éventuellement entendu par la Cour pénale internationale. Ce n'est pas évidemment le cas ici. Mais cet article 67 prévoit une procédure dérogatoire qui est celle de l'article 68. L'article 68 précise que le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. C'est la seule façon pour la représentation nationale d'écouter M. Macron. Alors, moi je dis ceci, je dis que nous ne pouvons pas tolérer, nous le peuple français, que le chef de l'État fasse un bras d'honneur, entretienne ainsi un favoritisme éhonté, dispose des deniers publics du contribuable pour favoriser tel ou tel de ses proches, se permette de court-circuiter toutes les hiérarchies, fasse attribuer un titre de lieutenant-colonel, une habilitation secret défense, un coup de fil pour aller dans toutes les assemblées, à un homme qui a 26 ans, dont on ne sait pas d'où il sort, dont on sait en tout cas qu'il avait été renvoyé par un ministre du gouvernement précédent pour délit de fuite, dont on sait que toute la hiérarchie policière ne le supportait plus parce que c'était un petit marquis donnant ses instructions, et cerise sur le gâteau, qui n'a jamais été nommé officiellement puisque son nom n'apparaît nulle part sur le journal officiel. C'est la raison pour laquelle, puisque M. Macron ne veut pas s'exprimer et se réfugie derrière l'article 67, l'Union populaire républicaine demande aux parlementaires de mettre en œuvre l'article 68, c'est-à-dire de déclencher la procédure de destitution. Cette destitution est prononcée par le Parlement constitué en haute cour. C'est une procédure, il faut faire attention, qui ne consiste pas à demander comme ça aux députés « est-ce que vous voulez destituer le président de la République ?» C'est un petit peu plus compliqué que ça. La proposition, il faut d'abord qu'il y ait une proposition de réunion de la haute cour. Elle doit être adoptée par l'une des deux assemblées, l'Assemblée nationale ou le Sénat, et si c'est adopté aux 2/3 du nombre de parlementaires, c'est ensuite déféré à l'autre assemblée, le Sénat si c'est l'Assemblée nationale ou l'inverse qui s'est prononcé en premier, et cette autre assemblée doit également voter également à la majorité des 2/3 dans les 15 jours. Si ces deux obstacles sont franchis, ensuite la haute cour se réunit, elle a un mois pour présider des débats, elle est présidée par l'Assemblée nationale, et elle statue dans un délai d'1 mois, à bulletin secret, sur la destitution. Il faut avoir les 2/3 des parlementaires faisant partie de la haute cour qui en décident ainsi. Parce que si on part du principe que les députés d'opposition et les sénateurs d'opposition n'ont pas le pouvoir parce qu'ils sont minoritaires, à ce moment-là, il faut qu'ils restent chez eux tout au long de l'année.
Parce que ce raisonnement peut se tenir également pour tous les projets de loi. Nous demandons donc à tous les députés et sénateurs appartenant à ces mouvements politiques de prendre leurs responsabilités et d'engager l'article 68 de la Constitution en proposant qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale et au Sénat, un vote pour mettre en œuvre la procédure de la Haute Cour. Bien sûr, je n'ignore pas que la probabilité que cette proposition ne soit pas votée par les 2/3 est importante, ça ne m'échappe pas. Le président de la République française avait décidé de son propre chef d'aller bombarder la Syrie. J'avais expliqué à l'époque, et tous les lecteurs de notre site pourront aller le vérifier, j'avais expliqué à l'époque que cette décision violait ouvertement le droit international, puisqu'il n'y avait eu aucune résolution du Conseil de sécurité qui permettait à la France d'attaquer un État souverain. J'avais également expliqué que cette décision était contraire à la Constitution française, puisque théoriquement, c'est le Parlement qui doit autoriser la déclaration de guerre. Et qu'en réalité, M. Macron avait profité d'une mauvaise formulation de cet article qui a été réécrit ultérieurement pour prendre des décisions d'attaque qui auraient pu entraîner la France dans un conflit dont on ne sait pas jusqu'où ça aurait pu aller, notamment si Vladimir Poutine n'avait pas fait preuve de la plus grande des pondérations. À l'époque, j'avais demandé que les parlementaires lancent la procédure de l'article 68. Évidemment, aucun n'avait bougé. Mais maintenant, où M. Macron revendique lui-même être responsable d'actes délictueux et illégaux, est-ce que ces parlementaires d'opposition, encore une fois, ne vont pas bouger? Parce que s'ils ne bougent jamais, ni quand le président de la République viole le droit international et la Constitution, ni lorsqu'il affirme ouvertement qu'il est responsable d'actes délictueux et illégaux, alors ça veut dire que cet article 68 ne sera jamais mis en œuvre. Ça veut dire que cet article est tombé en désuétude. Et ça veut dire beaucoup plus grave que M. Macron et éventuellement ses successeurs se sentiront définitivement prémunis avec un sentiment de totale impunité. C'est la raison pour laquelle il faut maintenant arrêter la dérive de la France vers un univers de plus en plus mafieux et corrompu. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Ah bah alors ça c'est un nouveau scoop. Attendez, non mais attendez, on peut pas interrompre ça. Allez-y. Non. Si, ah bah si, vous êtes sur le plateau de BFM TV, vous pouvez pas nous... Je dis qu'il y a dans la jeune génération des gens de 25-26 ans, des gens absolument exceptionnels, surtout des filles, qui feront la vie politique française de façon très... Est-ce qu'elles vont rester en France? Oui. On va pas vous lâcher. Non, je vous dis pas, il y en a plusieurs. D'accord. Je demande donc à M. Wauquiez, qui n'est pas député, mais qui est à la tête des Républicains, à M. Jacob, qui est le président du groupe parlementaire des Républicains à l'Assemblée nationale. Je demande à Mme Le Pen, qui est députée, qui est à la tête des députés du Front National à l'Assemblée nationale. Je demande à M. Mélenchon, qui est à la tête du groupe de la France Insoumise. Je demande également à M. Laurent, avec les députés du Parti communiste français. Je demande à M. Dupont-Aignan. Je demande également aux parlementaires, aux sénateurs relevant de ces différents partis politiques. Au nom de toutes les personnes qui ont voté pour moi, au nom de tous les Français qui n'ont pas voté pour moi, mais qui ont voté pour eux, et qui attendent qu'ils fassent preuve enfin d'une opposition résolue, je leur demande de prendre les choses en main et de déposer au plus vite un projet de déclenchement de l'article 68 de la Constitution. Seule cette procédure, même si elle n'est pas menée à bien, commencera à faire résonner aux oreilles de M. Macron le vent du boulet de la révolte du peuple français devant un comportement complètement attentatoire à toutes les grandes valeurs de la République. J'espère que vous commencez à ouvrir un petit peu plus les yeux. Amis gilets jaunes, vous avez compris que le système est mal fait pour que nous soyons esclaves du système, ou devrais-je dire que le système est bien fait pour les sionistes
pour tondre les moutons de cette dictature, de ce nouvel ordre. Vous allez commencer à voir la connexion pour le reste de cette vidéo qui va être, j'espère, votre déclic. Je pense que vous allez devoir revoir cette vidéo plusieurs fois pour voir toutes les connexions que je vous montre et comprendre comment on vous utilise pour préparer la révolte de la guérilla urbaine dans les principales villes de France pour les 230 ans de la Révolution française qui sera le 14 juillet 2019. Maintenant, vous savez que le chiffre 23 est un chiffre sataniste. Donc c'est Johan Livernette qui nous l'avait communiqué lors d'une présentation que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux de tel YouTube ou Dailymotion. Donc le fait de casser lors des manifestations en France en 50 ans, cela n'a jamais arrangé la France, mais au contraire l'a morcelé un petit peu plus. Donc depuis l'étranger, on voit la France comme un pays qui est toujours en révolte pour être un pays riche. Et les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi il y a autant de grèves et autant de révoltes. Donc si vous voulez être efficace, rangez vos gilets jaunes et prenez le contrôle des administrations pour virer les collabos francs-maçons. Rappelez-vous, les lois sont mal faites car cela est fait sciemment pour vous enlever toute liberté. Donc je vous recommande de surveiller les prochaines tables électorales pour le décompte et suivre à la trace avant les votes et après les votes pour vérifier les résultats s'ils correspondent bien à la réalité pour éviter que l'on vous vole votre démocratie. Donc je suspecte la France depuis 3 présidentielles que cela a été des élections de type africaine comme l'ont fait les Catalans avec le référendum du 1er octobre 2017, les votes dans des urnes. Rappelez-vous, lors de la présidentielle de 2017 en France, que 16 000 personnes n'avaient pas pu voter car ils avaient été radiés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un président élu dans la tromperie. Les fausses excuses des erreurs de mairie, qu'il y a pu avoir des erreurs de radiation, je ne le gobe pas du tout. Ça avait été fait sciemment. Donc dans cette élection de 2017, il n'y a rien de démocratique. En France, les médias, on a grossi des violences policières espagnoles qui comparées aux CRS français. Je peux vous dire que les CRS espagnols en termes de violence sont vraiment des petits joueurs de 3e division. Avec toute cette violence que l'on voit régulièrement en France dans les manifestations, les CRS qui matent la population, là on peut dire c'est vraiment de la répression. Donc sur le cas de la Catalogne, imaginez-vous que le conseil régional du Limousin décide de faire en France un référendum sans dépendre de l'aval du gouvernement français qui n'a rien approuvé. Donc le gouvernement français, vous êtes sûr qu'il va envoyer plein de camions de CRS dans le Limousin pour empêcher un référendum illégal. Et vous allez être horrifié de voir, avant que les bureaux de vote ouvrent, de voir des fonctionnaires faire tomber une urne pleine de votes dans une rue de Limoges devant tout le monde et les caméras. Donc là, je vous montre en image ce que vous n'avez pas pu voir en France à cause de la censure et de ce qui s'est passé le 1er octobre 2017 à la barbe de tout le monde en Catalogne. Et oui, effectivement, vous allez me dire, ce sont des pratiques africaines, les urnes pleines avant la mise en place du bureau de vote. Démocratique, que ce soit en France ou en Catalogne. En Catalogne, vous n'avez pas pu voir à la télé française ces images censurées, mais les Catalans ont été coincés en flagrant délit de magouille des urnes. Maintenant, vous allez voir le meilleur de voir des urnes dans les rues, des gens mettaient des votes à l'arrache. Donc, si vous ne réalisez pas que les sionistes n'ont pas de limite pour imposer leur autocratie des protocoles des sages de Sion, je vais vous montrer comment ils protègent les siens qui travaillent au démantèlement de leur nation avec des traîtres aux commandes. La justice allemande libère Carles Puigdemont, le leader séparatiste incarcéré depuis une dizaine de jours à Neumünster en Allemagne, est libre. Il reste toutefois sous contrôle judiciaire et doit verser une caution de 75 000 €. Bien sûr, nous sommes très contents que Carles Puigdemont soit libre. Nous avons une confiance totale en le système judiciaire allemand. Carles Puigdemont pourrait être extradé vers l'Espagne pour détournement de fonds. C'est donc le principal pan de l'accusation de Madrid qui tombera. Il échappe en effet à l'accusation de rébellion.
La Cour n'a pas jugé cette charge recevable. Il ne sera donc pas jugé pour ce motif en Espagne. Le leader séparatiste risquait jusque 30 ans de réclusion si cette charge avait été retenue contre lui. Il est vrai que Carles Puigdemont, en tant qu'initiateur du référendum, a une part de responsabilité pour la violence qu'il y a eu le jour des élections, mais le crime de rébellion suppose qu'une certaine intensité de violence ait été exercée et la division criminelle a jugé que cela n'avait pas été le cas. Destitué par Madrid après la déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne le 27 octobre, Carles Puigdemont était en fuite depuis le référendum jugé illégal par Madrid. Réfugié en Belgique, il avait été arrêté le 25 mars sur une autoroute allemande alors qu'il revenait de Finlande où il avait tenu une conférence. En partant à l'étranger, le président destitué de la Catalogne et 6 autres séparatistes ont échappé aux poursuites en Espagne et cherché à internationaliser leur cause en impliquant d'autres pays européens. C'est triste de voir comment le gouvernement français est en train d'identifier la résistance citoyenne avec cette mascarade des gilets jaunes. Pour finir, je vous montre un extrait d'une vidéo passionnante de Méta TV avec une entrevue avec le docteur en sciences politiques Pierre Hillard pour comprendre le nouvel ordre mondial. Cette vidéo date du début de 2014 qui explique en un peu plus d'un siècle comment une minorité procède pour instaurer sa dictature en Europe et la France est bien sûr le point central. Je vous recommande également de lire mes commentaires attentivement et bon visionnage. Il n'y a pas un gentil, il n'y a pas un méchant. Je dis bien à ceux qui nous suivent qu'en politique, il n'y a pas de gentil, pas de méchant, il y a un fort et un faible. Voilà, il y en a un qui, pardonnez-moi ces propos, il y en a un qui baise et l'autre qui se fait baiser. Voilà, c'est comme ça, je préférais des relations chevaleresques, malheureusement, c'est en règle générale, c'est j'ai raison parce que je suis le plus fort. Voilà. L'Allemagne nazie aurait gagné la guerre, Winston Churchill et Roosevelt et De Gaulle, c'était les pires ennemis de l'humanité. Bon, malheureux vaincu. Bon. Donc dans cette histoire, on voit toujours en 1984, voilà. Et dans son bouquin, d'ailleurs très intéressant, donc avec ces 3 blocs, Océania, Eurasia et Eurasia, où vous avez ces 3 blocs qui se font la guerre, mais pas trop, parce que il ne faut pas détruire l'ennemi. L'ennemi est utile car il permet d'imposer chez soi, dans son propre pays, des mesures liberticides au nom de la sécurité, au nom de la lutte contre le terrorisme. Si l'ennemi n'existait pas, on ne pourrait pas appliquer ces mesures. Donc on se dit que ça rappelle quelques petites choses 3 fois rien. Bon, alors, cette carte de l'Europe régionalisée, c'est une Europe technocratique, elle-même issue de l'esprit typiquement mondialiste de découper d'une manière artificielle, comme la France en damier en 1789. Donc il y a l'aspect régionalisation technocratique, puis régionalisation aussi ethnique. On a déjà vu avec les cartes de Léopold Kohr. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses, c'est l'amour. Le nom du groupe. Vous m'avez déjà dit à une époque que vous avez fait ça un peu pour déconner et que vous essayez de toujours prendre ça super au sérieux. Dès qu'un journaliste vous posait une question, vous On a inventé 1000 raisons de s'appeler Léopold Nord. Mon frère disait oui, c'est parce qu'on a un ancêtre qui a découvert le pôle Nord. Et quand les musiciens nous ont demandé et nous on s'appelle comment? Ben vous. Voilà. Et les journalistes faisaient oui, tout le monde nous a cru tout le temps. Mais en fait, la vraie raison, c'est que mon frère s'appelle Benoît Léopold. Et on a pris son 2e prénom, et vous, c'était effectivement le nom des musiciens. Et on va en voir d'autres avec la suivante. Alors, ça, c'est la Vulbite. Alors, cette carte, elle est assez connue, cette carte, parce qu'elle a beaucoup tourné récemment à cause du projet d'Eurorégion. Oui. Et effectivement, on l'a revue tourner beaucoup sur Internet. Alors, elle est fabuleuse, cette carte. Elle est, du Parlement européen. Voilà. Carte qui date de 1997. Ça, par contre, c'est assez... Parlement européen, d'ailleurs, il y a mon Parlement européen dans toutes les langues, le drapeau européen, bon... Et donc j'étais ravi d'obtenir cette carte et c'est très intéressant de voir à gauche toute une liste de mouvements indépendantistes dont, par exemple, le Scottish National Party, le SNP, qui est à la tête de la région, de l'Écosse et qui a lancé un programme d'indépendance, un référendum qui doit avoir lieu le 18 septembre 2014. Ouais. Et d'ailleurs, il y a la Catalogne aussi. Voilà. Le feu, ça fait... Et oui, et la Catalogne, vous avez un autre parti dans ces mouvements indépendantistes qui est l'ERC qui se balade, je ne sais plus où exactement.
Et le RC fait partie actuellement du gouvernement catalan. Oui, voilà, l'Esquerra Republica, le fameux parti de M. Artur Mas. Voilà. Et donc on voit que ces choses-là ne sont pas récentes d'il y a 6 mois. Donc voici toutes les personnes qui ont participé à la conspiration donc, du référendum de Catalogne au 1er octobre 2017. Donc ce sont toutes les personnes qui sont dans le procès. Certaines personnes ont fui l'Espagne. Et la stratégie de ces personnes-là était de créer différents partis politiques pour pouvoir unir un maximum d'électorats pour, de cette façon-là, obtenir cette indépendance tant désirée par ces agents du système qui sont des agents qui travaillent pour les sionistes pour mettre en place le démantèlement, commencer le démantèlement de l'Europe. Donc, comme vous le savez, la Catalogne est une poudrière parce que si elle prend son indépendance, toutes les autres régions comme l'Écosse, la Corse, la Bretagne, etc. prendront leur indépendance et donneront de cette façon-là une force aux États-Unis et surtout aux sionistes pour mieux contrôler l'Europe. Et vous avez aussi un parti qui n'existe plus, qui s'appelle la Volksunie, qui est un parti flamand indépendantiste et qui aujourd'hui s'appelle la NVA de Bart de Wever. Parce que la Volksunie a éclaté entre les mouvements indépendantistes de droite ou centre-droit et les mouvements indépendantistes de gauche flamands. Et le grand héritier de la Volksunie, actuellement, c'est la NVA de Bart de Wever qui a le vent en poupe et qui a, il y a 15 jours, 3 semaines de ça, a présenté un programme pour les élections qui ont lieu, je crois, en mai 2014 en Belgique, et un programme à la fois politique et économique qui est une véritable bombe, car en fait c'est un référendum d'une certaine manière qu'il propose. Il dit en gros, mon programme, si vous votez pour moi, c'est pour détruire l'État belge et donner les pleins pouvoirs à la Flandre et à la Wallonie. Le Premier ministre, le poste de Premier ministre disparaît, il n'y aurait plus de Sénat, il n'y aurait plus d'Assemblée belge, il n'y aurait qu'un seul Parlement avec 50 députés wallons, 50 députés flamands. Et voilà, qui serait finalement le seul lien rappelant encore, mais la Belgique disparaît. La Belgique disparaît. Voilà, donc on va être, mis devant le fait accompli. Enfin, on ne sait pas s'il va réussir au mois de mai 2014 à imposer son programme. Une chose est sûre, c'est que, comme pour l'Écosse, on ne sait pas si l'Écosse va avoir son indépendance au mois de septembre 2014. Une chose est sûre, il y a un processus qui est lancé, qui va éclater dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais le fait que déjà on organise un référendum, ça montre qu'il y a quand même le feu. Ça se passe mal en Espagne aussi. Voilà. Sans référendum, parce que l'armée a menacé. Mais oui, je rappelle une chose, c'est que la guerre civile espagnole en 1936, elle a commencé parce que la Catalogne voulait se prendre les voiles. Voilà. Et la Catalogne, il y a la fête catalane qui a lieu, je n'ai pas fait exprès, ça a lieu le 11 septembre. Parce que le 11 septembre 1714, c'est l'année et la date où la Catalogne s'est faite assujettir pour eux par les troupes espagnoles. Bon, eh bien vous avez eu par exemple le 11 septembre 2013, une immense chaîne humaine de 400 km du nord au sud, une chaîne humaine pour réclamer l'indépendance de la Catalogne. On voit qu'il y a un élan très fort. Et dans cette histoire, la première région qui arrivera à obtenir son indépendance ou un début d'indépendance allumera le feu. Parce que les autres diront, et nous ? Et nous ? Et nous ? Par exemple, si l'Écosse devient indépendante, c'en est terminé du Royaume-Uni. Ah oui, c'est terminé. Oui. Alors ils disent quand même, parce que Alex Salmond, le patron du SNP, a présenté un programme de 670 pages sur l'Écosse indépendante. Il dit quand même, on gardera la reine d'Angleterre comme souveraine. Parce que vous savez que c'est comme la reine d'Angleterre qui est souveraine de l'État d'Australie. Oui, bon, du Canada, aussi du Kenya, je ne sais plus. Voilà. Ça fait joli sur les billets de banque, mais ça ne change plus grand-chose. Mais attention, il ne faut quand même pas mépriser la famille royale anglaise, comme la famille royale hollandaise. Ils font partie, ces deux familles, de l'élite maçonnique et sont extrêmement riches. Et puis par exemple pour la famille hollandaise, il faut rappeler que le grand-père du roi des Pays-Bas actuellement a été le premier patron de Bilderberg. Et ça on en parlera tout à l'heure. Donc vous avez donc ce prototype de cette carte de 1997. Et nous allons passer à la carte suivante. Alors c'est la vue 9. C'est la carte, elle, des Verts ALE, Verts ALE pour Alliance Libre Européenne, carte de 2004. Alors,
Avant de la commenter, donc on voit une Europe largement charcutée en fonction de critères ethniques. Ouais, il y a quelque chose qui me saute aux yeux tout de suite. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un pays qui me paraît moins charcuté que les autres quand même. Ah non, vous voyez mal. C'est l'Allemagne. Non, mais... Oui, c'est curieux. Bah oui, parce qu'il y a... Oui, il y en a qui... Enfin, tout le monde se fait passer à la casserole. Et puis il y en a un quand même qui ne bouge pas. Parce qu'il y a un monde germanique, allemand, autrichien et puis suisse-alémanique. Bah oui, parce qu'il y a une unité. C'est ça la grande force de l'Allemagne. L'unité allemande a précédé l'État. C'est-à-dire que l'État allemand est récent en 1871, mais il y a toujours une nation allemande. Quand Luther s'adressait dans ses écrits à la nation allemande, il n'y avait pas de nation allemande. Enfin si, il y avait une nation allemande, mais il n'y avait pas d'État allemand structuré. Alors que dans le cas français, la France est une création d'ordre politique. C'est-à-dire que vous enlevez le politique, il n'y a plus de France. Oui, la France, c'est une construction politique. C'est une construction. Il n'était pas du tout écrit que la Bretagne, l'Auvergne, la Corse, le Nord-Pas-de-Calais et les Basques, et enfin une partie des Basques qui plus est, elles devaient vivre sur le même toit. Et c'est ça le miracle français, c'est-à-dire qu'il y a une diversité, une variété extraordinaire, culinaire et de peuples. Et la France est est une Europe en réduction. Vous avez une expression allemande qui résume très bien cette variété, cette richesse française en disant vivre comme Dieu en France. Ah oui, vivre comme Dieu en France. Voilà, tout un programme, et ma foi, ils ont ça. tout à fait raison. Mais le problème, c'est que la France est est une création politique. Or, si on affaiblit ce pouvoir politique, par ricochet, on affaiblit la France. Et avec la construction européenne, évidemment, eh bien, la France, elles font comme neige au soleil. Mais ce procédé à la fois de décomposition des États via des régions technocratiques, via les zones ethniques, j'ai rappelé le programme de référence avec la France révolutionnaire en damier. L'aspect ethnique, vraiment la première date historique de promotion du groupe ethnique, c'est le traité de Versailles. Le traité de Versailles, 1919, on parle toujours des 14 points du président Wilson. Alors déjà, c'est pas le président Wilson. Donc c'est après la Première Guerre mondiale. Voilà. 14-18, Verdun, voilà. 1919, c'est la guerre des guerres. Officiellement, c'est jamais la guerre des guerres. Il y a toujours des guerres. Nature humaine, et bon, voyez, comme ça. Entre les guerres, il y a des pauses, c'est tout pour reprendre haleine. Donc 1919, traité de Versailles, qui doit officiellement mettre fin à la guerre des guerres. Et on parle toujours de 14 points du président Wilson, mais en fait, le président Wilson, président des États-Unis, c'est pas lui le rédacteur des 14 points, c'est son bras droit, son alter ego, comme il disait d'ailleurs, c'est le colonel House, Edward Mandela House, colonel House, une fripouille de très haut vol, il est mort en 1938, c'est lui qui a été à l'origine de l'élaboration, il a joué un rôle dans l'élaboration des 14 points du président Wilson. C'est lui qui est à l'origine de la création du CFR, le think tank américain, Council on Foreign Relations, avec son homologue britannique Chatham House ou bien le RIA, Royal Institute of International Affairs. Mais là, c'est son collègue anglais Curtis, je crois, Lionel Curtis. D'ailleurs, il y a les conférences de Benjamin Friedman. Oui. À voir, si vous pouvez aller voir après sur Internet pour bien voir qui est ce colonel House. C'est le colonel House très déterminant qu'il a joué apparemment un rôle. Oui, énorme. Et d'ailleurs, à un moment donné, dans tout ce qu'on va voir, je vais citer colonel House, pas tout de suite, pour tout ce qui a trait à la mise en place du bloc nord-américain. Alors, voilà. Alors, ce traité de Versailles, donc 14 points de président Wilson, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que une partie du traité de Versailles a été consacrée à la protection des minorités. Parce que vous avez l'éclatement de l'Autriche-Hongrie, et vous avez eu des frontières qui ont été très mal placées. Il faut dire qu'il y avait des mélanges de peuples, ce qui fait que vous avez par exemple des Allemands, les Sudètes, en République tchèque, vous avez des Allemands en Hongrie, mais vous avez aussi des minorités lituaniennes en Pologne, vous avez des minorités polonaises en République tchèque, la région de Teschen en particulier. Vous avez des Hongrois en Roumanie, enfin bref, une mosaïque, et vous avez des Juifs répartis en Europe centrale. Et il y a un document, un seul, qui est une thèse écrite en 1929 par un Juif qui s'appelait Nathan Feinberg. Feinberg, F-E-I-N-B-E-R-G, qui explique comment cette protection des minorités est arrivée dans le traité de Versailles. Cette thèse, à titre personnel, j'ai l'original, et je l'ai scanné.
Donc vous tapez thèse Nathan Feinberg et cette thèse, vous pouvez la trouver sur un site qui s'appelle Mechanopolis et qui était dirigé par Claude Kovassi qui est décédé il y a quelques mois et qui m'avait, je remercie là où il est, encore de m'avoir ouvert la porte pour permettre la publication de cette thèse dans son intégralité, couverture comprise. Vraiment, c'est le document d'origine. Je me suis dit, on ne sait jamais... Ce document qui est enveloppé dans un papier plastique à bulles, vraiment, parce que c'est le document de 1929, qui est le seul document qui explique quoi? Qui explique que c'est la franc-maçonnerie juive américaine, les naïbrites, à l'origine de la protection des minorités. Et vu l'importance de cette thèse, je l'ai scanné, comme ça tout le monde peut en profiter, même les naïbrites. Bon, les naïbrites, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en hébreu, ce sont les fils de l'Alliance. C'est une maçonnerie juive qui n'accepte que les juifs et qui a été créée en 1843 à New York, dans un café qui s'appelait Zinsberner, par 12 juifs allemands. Alors vous avez les naïbrites à l'échelle planétaire, vous avez les naïbrites France, puis les naïbrites Europe. Bon. Et d'ailleurs, je verrai, si j'ai le temps, il faudra parler un peu du rôle de l'Église. Et il y a quelques semaines de ça, ah oui, c'est tout récent, c'était le 23 octobre 2013, les naïbrites Europe ont décerné au cardinal Schönborn un grand prix pour son travail en faveur du judaïsme avec une menorah. La menorah, c'est le symbole juif à cette branche. Donc, bon, vous allez sur le site Naïbrite Europe, à la rubrique News, 23 octobre 2013, ils n'ont pas enlevé le texte. Enfin, en tout cas, bon. Alors, je reviens au traité de Versailles. Protection des minorités sont les naïbrites. Alors, pourquoi? À l'origine, les naïbrites américains, en liaison avec le président Wilson et en liaison avec le président de la Cour suprême des États-Unis, qui s'appelait Louis Brandeis, voulaient protéger uniquement les minorités juives d'Europe, et d'Europe centrale en particulier. Mais ils se sont dit, bon, si on les privilégie, on va se faire mal voir, on va se faire... enfin bref, ils vont se faire taper dessus. Donc on va faire passer le suppositoire de manière plus habile. On va élargir la gamme des protections à toutes les minorités, allemandes, juives, hongroises, lituaniennes, roumaines, blablabla. Et ça sera donc une protection générale dans le domaine éducatif, administratif, donc des droits en fait pour préparer finalement l'émiettement des États. Parce que quand on veut vraiment réussir un projet, ça ne se fait pas en 3 ans, 5 ans, c'est étalé sur des dizaines d'années. Donc c'était un marchepied pour peu à peu miner l'autorité des États pour... bon. Et les Juifs avaient donc une protection en tout genre. Et dans cette affaire, et c'est la thèse de Nathan Feinberg, il explique de manière extraordinaire, et donc il suffit d'aller sur le site Mechanopolis pour retrouver l'intégralité de cette thèse de Feinberg, le rôle des naïbrites dans le traité de Versailles, où vous aviez un groupe de personnes dirigé par Léo Motzkin, M-O-T-Z-K-I-N. Et Léo Motzkin, donc à la tête d'un groupe de travail, a rédigé un mémorandum pour la protection des minorités, et à la fin de cette thèse, il y a en version française et en version anglaise, le texte pour la protection des minorités, qui est donc un texte bilingue, puisque le traité de Versailles, c'est le début de la montée en puissance du monde anglo-saxon, et là, c'est bilingue. Je rappelle que le traité de Francfort de 1871, qui donc est la défaite de la France face à la Prusse de Bismarck, est entièrement en français. Hein. Le vainqueur utilise la langue du vaincu. En français, le français, la langue de la culture, etc. Mais maintenant, c'est une époque révolue. La puissance de rayonnement d'un État se mesure à l'utilisation de sa langue. Voilà. En 1870, on utilisait encore le français. 1918, 1919, traité de Versailles, l'anglais apparaît, puis après, c'est uniquement l'anglais. Bon, c'est révélateur d'une chute qui malheureusement continue. Bon. Donc, ce traité de Versailles, le rôle des naïbrites avec Léo Motzkin, et ce Léo Motzkin, donc, qui va être chargé dans le cadre de la SDN, Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, de la protection des minorités. Et c'est très intéressant. Donc, je rappelle, il a travaillé avec les naïbrites. Ce Léo Motzkin, dans le cadre de la SDN, va donc à Genève, donc, pour promouvoir la protection des minorités, et il va travailler, entre autres, directement avec les milieux pangermanistes. Donc c'est très intéressant de voir ces milieux pangermanistes qui officiellement sont antisémites, c'est vrai, mais qui sont capables de faire copain-copain avec les juifs. Et le représentant du milieu pangermaniste s'appelait Ewald Amende. Et Ewald Amende va travailler avec Léo Motzkin pour favoriser la promotion de l'ethnicisme dans les années 20 années 30.
Et ce Eva Lamen II en particulier avait organisé un congrès qui s'appelait le Congrès des Nationalités, qui avait lieu, le premier a eu lieu en 1925, le dernier en 1938, après je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté, donc il avait pour objectif de promouvoir l'ethnicisme. Je reviendrai tout à l'heure sur le Congrès des Nationalités et je continue avec Léo Motzkin. Léo Motzkin donc, travaille dans le cadre de la SDN suite au traité de Versailles et il meurt en 1932. Ça arrive. Et il est remplacé par un autre juif, ça c'est normal, hein, c'est les traditions. Et celui qui le remplace en 1932 s'appelait Nahum Goldman, qui 4 ans plus tard, en 1936, va créer le Congrès juif mondial. D'accord. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a des filiations. Les éléments se succèdent jamais comme ça. C'est pas le « oh tiens, si on faisait ça, ah non ». Il y a un enfantement qui va de... On est le fils de son père grâce à l'ADN, et on voit une source, une filiation. Et bien là, c'est pareil, c'est qu'il y a une filiation. Nahum Goldman fonde le Congrès juif mondial en 1936, et très intéressant, et vous allez voir, il faut jongler un peu avec tout ça. Le Congrès juif mondial, donc dirigé entre autres par Nahum Goldman, il y avait un bras droit, un secrétaire, un tout jeune juif allemand qui s'appelait Gerhard Riegner, né en 1911, mort en 2001, qui a écrit ses mémoires, que j'ai lus. Passionnant. Le titre de son bouquin, c'est « Ne jamais désespérer », avec un sous-titre qui résume énormément de choses, 60 ans au service des Juifs et des droits de l'homme. Et ça va ensemble. Et il faut lire ses mémoires, et en particulier, il parle, Gerhard Riegner, donc secrétaire au service de Nahum Goldman, qui a pris la suite de Léo Motzkin. Gerhard Riegner parle de sa jeunesse. Donc, il est né en 1911, il parle de la jeunesse des Juifs allemands, de son époque, et en particulier, et vous allez voir comme je vais retomber sur mes pattes suite à une information que je vous ai donnée il y a quelques minutes, à un moment donné, il parle de son grand-père paternel, Gerhard Riegner parle de son grand-père paternel qui s'appelait Riegner, je ne sais plus son prénom, mais Riegner. Et son grand-père Riegner travaillait, avait noué des liens d'amitié, mais travaillait, je ne sais plus dans quel domaine, avec un certain monsieur Preuss, dont le fils Hugo Preuss va rédiger la République de Weimar. Donc c'est très intéressant de voir ces liens, qui sont en fait des liens... Voilà, c'est très intéressant de voir cette filiation. Oui, voilà, et je veux ça, quand j'ai lu ses mémoires à Gerhard Riegner, il parle de Preuss. Je dis, mais je le connais cet homme. Et lui-même, il continue, dont le fils, Hugo. Ça c'est même pas la peine de préciser, mais si j'avais pas encore compris, voilà. Donc c'est très intéressant de voir, tout ça c'est lié, il y a un maillage. En fait, c'est le principe de la France en damier. Ils sont des damiers, c'est lié. Ou bien comme les cercles du drapeau olympique, à la fois distincts et en même temps qui se recoupent. Donc c'est très intéressant de voir. Sur cette carte, c'est vraiment l'Allemagne qui s'en sort le mieux, mais la France, elle prend une claque. Voilà, bien charcutée. Une de plus. Voilà, bien charcutée. Le monde balkanique, n'en parlons pas. L'Angleterre, l'Angleterre, Pays de Galles. Il y a même la Cornouaille qui s'émancipe. Oui, la Cornouaille, voilà, qui s'émancipe. Oui. Donc pour vous dire que... Et puis la Galicie, donc, qui s'extrait de l'Espagne, et l'Andalousie aussi. L'Andalousie. Comme si ça ne suivait pas la Catalogne. Alors, voyez-vous, cette carte de l'Europe ethnique, elle date de 2004, et vous avez le sigle officiel, les verts hailleux, voilà, et même... Ah, pardon, j'ai appuyé sur une touche, ça c'est la carte suivante. Et j'ai mis exprès les références de cette carte, avec le nom des verts hailleux, leur adresse, numéro de téléphone, au cas où j'aurais inventé, qu'on puisse vérifier, évidemment. Mais vous savez, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y en a qui disent propagande ou... Ah non, c'est une carte officielle, celle-là aussi. Oui, mais parce que tout ce qu'il y a de plus officiel. Mais vous êtes honnête, mais vous avez des nugrèdes. Les nugrèdes, ça c'est une expression juive. Les nugrèdes, c'est ceux qui ne veulent pas plier à Dieu, autant l'Ancien Testament. Enfin, ce nugrède, il est trucidé. Il y a des moments pour faire comprendre à quelqu'un. Bon, moi je fais que reprendre la version de l'Ancien Testament. Quand vous regardez les 40 ans de pérégrination du peuple juif, les nugrèdes, parfois ils se sont fait latter par Dieu. Bon, bref, sur ces bonnes paroles, je continue. Nous ne serons pas les nugrèdes. Des nuques souples. N'oublions jamais cette phrase de Bossuet. Grand théologien au service de Louis XIV, le plus grand dérèglement de l'esprit consiste à voir les choses
telles qu'elles sont. Je reprends la formule. Le plus grand dérèglement de l'esprit consiste à voir les choses telles qu'on le veut et non pas telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'on veut, dérèglement veut voir les choses en fonction de ses envies, de ses pulsions, alors qu'en fait, il faut se plier aux faits. Ah, c'est quelquefois une souffrance. Quand on se trompe, se dire, ah mince, je me suis planté. Et donc, bon, c'est pas évident. Alors, cette carte, produite en 2004 par les Verts ALE, bon, les Verts, tout le monde connaît Daniel Cohn-Bendit, pédophile notoire, officiel, bon. Et ALE, ça, très peu connaissent. ALE, donc Alliance Libre Européenne, qui donc travaille main dans la main au Parlement européen avec les Verts de Cohn-Bendit, et qui regroupe une trentaine de partis régionalistes, écossais, catalans, flamands, etc. D'ailleurs, il y a les drapeaux, Scotland, voilà, Corse, bon bref. Et très intéressant de voir, vous savez, le concept droite-gauche qui n'a aucun sens, comme ce mélange est parfaitement illustré dans le cas des Verts ALE. Les ALE sont dirigés par un flamand qui s'appelle Éric de Forte. Et Éric de Forte, qui travaille donc avec Cohn-Bendit, Cohn-Bendit, mondialiste gauchisant, voilà, Éric de Forte est un des fondateurs du parti dit de droite ou d'extrême droite. Non, de Bar de Wever, de la NVA. Et la NVA dit à droite ou extrême droite, un peu genre Philippe de Villiers, je mets des guillemets, parce que c'est pas évident de... Eh bien, ce parti de NVA fait partie du groupe ALE, qui travaille avec Cohn-Bendit. Donc c'est très intéressant de voir ces mariages consanguins, et puis qui donnent des monstres, et de voir que ces ALE sont dirigés par quelqu'un qui est quand même un sympathisant de droite, extrême droite, avec Cohn-Bendit. Il suffit de regarder. Alors, cette Europe ethnique qui prend forme de plus en plus, je vous dis... Soutenu par les Verts, je rappelle, parce qu'il y a peut-être des sympathisants des Verts qui nous regardent. Oui, mais... Regardez, le programme est là. Le programme est là. Vous allez sur leur site, d'ailleurs. Oui, sur leur site, ils la mettent en avant. Et voilà, la carte, j'ai pu l'obtenir, mais cette carte est sur leur site. Cette Europe qui est en décomposition régionale par la voie technocratique et ethnique, et donc qui a une tradition qui remonte à longtemps, avec la Révolution française, de créer des zones quand même uniformisées. Dans cette affaire, dans le cas de l'Union européenne, là il faut le dire, ce sont les autorités politiques allemandes qui jouent un rôle de premier plan. Dans ce sens que tous les textes clés de la construction européenne, officiellement européens, sont allemands. Et par exemple, pour la fameuse charte des langues régionales minoritaires, document européen, en fait, c'est allemand. Ça a été lancé par une résolution, la résolution 192-1988, d'un rapporteur allemand, avocat de son État, qui s'appelle Herbert Kohn, K-O-H-N. Et évidemment, il n'était pas seul, il y avait bien d'autres personnes, comme Theodor Feiter, qui était le président du groupe de travail, d'ailleurs un juriste autrichien qui est mort depuis. Et c'est pour vous dire le rôle immense. J'aurais pu citer aussi le groupe de juristes d'Innsbruck. Enfin, pour ceux qui veulent vraiment étudier la chose, ils vont dans mon livre Minorité régionaliste, j'ai vraiment disséqué la chose. Mais pour ceux qui veulent aller plus vite, j'ai toujours sur le site Mechanopolis, avec la fameuse thèse de Nathan Feinberg, j'ai scanné et publié sur ce site le discours prononcé par le rapporteur Herbert Kohn lors du lancement de la résolution 192 qui précède le lancement de la charte régionale. Discours écrit de sa main. Comme j'ai publié aussi le discours en allemand du président du groupe de travail de la charte régionale, Theodor Feiter, pour vous montrer le truc officiel. Bon. Donc, vous avez ça. Vous avez aussi un autre document qui est la Convention cadre pour la protection des minorités. Là aussi, les juristes allemands et autrichiens ont joué un très grand rôle. Et celui qui a été la figure de proue, c'est un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur allemand qui s'appelle Rolf Gossmann. Et toujours dans mon livre Minorité régionaliste, j'ai publié toute la liste des mouvements autonomistes soutenus par l'Allemagne avec le nom de son dirigeant, son adresse personnelle, plus le nom, l'adresse et la photo du haut fonctionnaire Rolf Gossmann qui encadre tout ça. C'est un document de 1999. Document officiel, ils ont engueulé en face, mais ils avaient oublié vous n'avez pas compris que mettre des adresses privées dans un document officiel fait qu'on peut le publier. Donc, je ne me suis pas gêné pour un suppositoire. Et voilà. Donc,
pouvez pas savoir qu'ils m'ont remercié après. Vous n'êtes pas content. Ah, je passe pas mes vacances avec eux, mais et j'ai laissé même la couverture du document avec le nom de l'institut qu'on va voir, qui a publié ça, qui s'appelle l'UFCE. L'Union fédéraliste des communautés ethniques européennes, dans le sigle en allemand, c'est FUEW, Föderalistische Union Europäischen Volksgruppen, qui est au nord de l'Allemagne, à Flensbourg, qui est financé entre autres par le ministère de l'Intérieur allemand. Et c'est eux qui ont publié ce document, et j'ai mis toutes les références, enfin j'ai plutôt laissé les références, l'adresse, numéro de téléphone, fax. C'est financé par le ministère de l'Intérieur. Ah oui, ah bah, entre autres, mais aussi financé par le Land du Schleswig-Holstein, qui est au nord de l'Allemagne. Vous avez tous les données sur mon bouquin Minoritaire journaliste, où là vraiment, enfin à l'origine c'est ma thèse de sciences politiques, j'ai vraiment disséqué la chose, mais tout juste si j'ai pas pris la marque du caleçon, pour vous dire que j'ai pressuré à mort. Bon, comme ça, et le travail je l'ai terminé en 1999, j'ai pas changé une ligne. Le livre a été réédité, une 5e réédition cette année, donc pour ceux qui veulent voir tout ça, les coulisses, ils y vont.